Bonsoir, mesdames, messieurs, chers amis. En très bref, j'ai été diplomate et j'ai servi en particulier en Argentine, et c'est l'époque, cette circonstance qui m'a permis de faire la connaissance d'Hélène, mais aussi de voir dans quelle situation très singulière, et je reviendrai là-dessus, se trouve ce pays et la communauté juive en Argentine. Aujourd'hui, nous partons de la présentation d'un livre en 3 volumes qu'a composé, écrit Hélène, sous le titre assez original « De la France occupée à la Pampa, mémoires entrelacées de 30 survivants juifs émigrés en Argentine », livre présenté et orchestré par Hélène Gutowski. Voilà le titre. Ces 2 ouvrages, le tome 2 et le tome 3 dont nous allons parler, prolongent la publication d'un ouvrage d'il y a un petit nombre d'années, qui était le tome 1. Et c'est donc d'une trilogie dont il est question maintenant. Je dirais d'emblée, pour présenter ces ouvrages, c'est très bien que vous ayez un des tomes en main. Ce sont des livres imposants, 445 pages pour le tome 2, 504 pages pour le tome 3, qui s'ajoute au tome 1. Au total, c'est presque 1500 pages d'écriture. C'est surtout très, très remarquable, car ce sont des ouvrages historiques à base de témoignages. C'est un exercice passionnant, mais très difficile pour un historien d'arriver à combiner les 2 formules. En l'occurrence, dans le tome 2 dont nous allons parler, sont publiés 12 témoignages. Dans le tome 3, qui est le dernier de la trilogie, 9 témoignages, 9 et 12, 21, auxquels s'ajoutent les premiers témoignages, les 9 premiers témoignages. Au total, c'est donc 30 témoins ou couples qui sont présentés et qui expriment leur témoignage dans ces 3 volumes réunis. Et il nous parle pour nous dire l'indicible, c'est-à-dire la survie d'enfants juifs en France pendant l'occupation et leur vie nouvelle en Argentine après la fin de la guerre. Alors, la lecture de ces pages, moi, le sentiment que j'en ai retiré, c'est que c'est une lecture très claire, très agréable à faire. Chacun des chapitres de cette trilogie est consacré à une personne ou un couple. C'est donc une façon très nette et claire de présenter les témoignages. Chaque chapitre peut se lire, si j'ose dire, indépendamment des autres, même s'il y a une continuité, évidemment, dans cette suite de récits. Mais d'une certaine façon aussi, ça respecte la liberté du lecteur qui peut lire un témoignage avant tel autre selon les centres d'intérêt qu'il porte. Quant à moi, je vais user de cette liberté que vous nous donnez, Hélène, en structurant ainsi votre trilogie, en commençant par le dernier chapitre du dernier livre, du 3e tome. Et non pas du tout par le goût du paradoxe, ni par coquetterie de lecteur. Ma proposition, en partant du dernier chapitre, s'explique parce que ce dernier chapitre éclaire l'ensemble de la trilogie. C'est un chapitre intitulé sobrement « La communauté judéo-argentine de nos jours », et il s'agit en fait d'une présentation historique précise de l'histoire de la présence juive en Argentine depuis
les premiers pas, si je peux dire, à la fin du 19e siècle, 1894, jusqu'à maintenant. Et j'ai pensé qu'il est particulièrement utile d'avoir des connaissances sur cette présence qui est mal connue en France, mal connue en Europe, qui a donc une singularité. Et c'est important de commencer par cela, à mon avis, pour comprendre quelle force d'âme il a fallu aux personnes qui sont mentionnées dans ce livre, quelle force d'âme il leur a fallu pour passer de la France occupée à la Pampa. Donc, personnellement, j'ai beaucoup appris en lisant malgré les années que j'avais passées en Argentine, beaucoup appris en lisant tous les détails que vous donnez sur cette communauté et l'histoire qui a largement plus d'un siècle de cette présence. Mais venons-en à la matière principale, c'est-à-dire les témoignages. Les deux ouvrages, je l'ai dit, traitent d'un même sujet, comme d'ailleurs dans le tome 1, la survie d'enfants juifs en France pendant l'occupation. Enfants généralement séparés de leurs parents ou les ayant perdus, et leur vie nouvelle en Argentine après la guerre. Chacun des témoignages est structuré de la même façon. Il commence par la biographie du témoin, et de façon très utile d'ailleurs, la biographie individuelle du témoin se mélange avec la chronologie des événements militaires ou politiques de l'époque. Et il y a donc une mise en perspective très, très utile et qui permet, après cette présentation de nature purement, cette introduction de nature purement chronologique, d'aborder les témoignages. Alors, une différence est sensible tout de même entre les deux, je crois ne pas m'être trompé, enfin, corrigez-moi, Hélène, si je le fais, entre le tome 2 et le tome 3. Le tome 2 présente les témoignages de personnes qui étaient adolescentes ou adultes, jeunes adultes, à l'époque de la guerre, alors que le tome 3 présente des témoignages concernant des personnes qui étaient à peine nées, de très jeunes enfants pendant la guerre. Alors pour parler du tome 2 d'abord, leurs témoignages sont recueillis d'une façon, je dirais, très méthodique, qui fait honneur à votre discipline d'historienne. Si, je me permets de le dire, ayant été moi-même aussi historien. On pourrait dire chaque témoignage est présenté selon la même grille d'analyse. Et après la présentation que j'ai mentionnée, c'est-à-dire la chronologie des personnes et des événements, viennent les pages les plus nombreuses pour chaque témoignage, les plus nombreuses, les plus denses aussi, à partir des entretiens d'un groupe de parole. C'est une façon très riche, mais très originale aussi, de recueillir des témoignages. Les pages reproduisent les entretiens ou l'entretien du témoin avec une ou deux personnes, parfois beaucoup plus, 7, 8 personnes dans certains groupes de parole. Et en confrontant leurs souvenirs à ceux de leurs amis témoins, ces dialogues permettent à chacun de reconstruire ce qu'il aurait failli oublier. Permettez-moi de vous citer, Hélène, parce que vous écrivez très joliment ceci. Leur mémoire, la mémoire de ces témoins, s'étoffe ainsi de ce que leur renvoie le miroir des réminiscences de leurs camarades. La recherche de villages sauveurs ou d'un toit pour une nuit, l'aile protectrice d'une maîtresse d'école ou du directeur du collège où ils sont pupilles, la présence réconfortante de leurs parents, parfois d'un seul d'entre eux lorsque l'autre a déjà été déporté,
ou encore celle d'une sœur ou d'un frère. La lecture de ces comptes rendus d'entretien est tout simplement passionnante. L'art de la conversation y déploie toute sa force. Et je ne le dis pas simplement, et même pas du tout sur un plan formel, non pas pour se perdre dans des futilités, mais pour chercher, par ces échanges, à retrouver un souvenir, à rectifier une information, à caractériser une situation, à comprendre ce qu'il s'est passé et aussi à partager une émotion. Le résultat est là. Chacun de ces témoignages individuels est d'une grande richesse. Je n'ai pas cherché à les résumer, ça n'aurait d'ailleurs aucun sens, mais je peux et je me dois de vous exhorter à les lire et à les lire tous. Vous pourrez le faire, comme je le disais, dans l'ordre qui vous plaira, mais je crois que Hélène recommande de les lire plutôt dans l'ordre qui a été choisi par vous. En tout cas, ce sont des témoignages tous absolument passionnants et chacun doit être lu, ça c'est aussi un conseil de lecteur, en laissant un large temps après la lecture d'un chapitre pour méditer, réfléchir avant de, si j'ose dire, d'entreprendre la lecture du chapitre suivant, tant ces témoignages sont lourds de sens. Alors dans le tome 3, le dernier tome, la méthode suivie est donc différente puisque les témoignages recueillis concernent des témoins qui étaient souvent extrêmement jeunes à l'époque de l'occupation. Edmond Miliavski, j'ai noté, avait 3 ans en 1940. Betty Weinstock avait 2 ans. Myriam Sebelberg avait 4 mois au moment de l'armistice de 1940 et Josette Lasnowski est née, dit sa maman, en plein bombardement, 7 ou 8 semaines avant l'entrée de l'armée allemande à Paris. Donc la méthode pour recueillir des témoignages ou les nourrir est évidemment très, très différente. Et pourtant, ces témoignages sont parmi les plus longs, les plus précis, paradoxalement, et je veux dire aussi, mais ça va de soi, parmi les plus émouvants. À cet égard, je prendrai le cas des 2 fillettes que vous citez, Adèle et Josette Lasnowski, auxquelles on avait seriné pendant toute la guerre que leurs parents étaient morts. Ces parents reviennent à la fin de la guerre, retrouvent leurs enfants et ces 2 fillettes refusent de reconnaître leur père et leur mère. C'est un drame affreux dans les drames affreux qui sont évoqués dans ces témoignages. La connaissance de ce qui se passa en France pendant l'occupation, donc pour ces petits-enfants, est fondée sur certains souvenirs personnels, mais aussi et beaucoup sur le fruit de recherches opiniâtres que vous avez menées dans les archives, en France et ailleurs, et sur le recueil de témoignages de personnes tierces ayant vécu dans des situations voisines. L'émotion est aussi grande par cette forme de témoignage que dans le cas où c'est une parole directe des témoins. Et donc l'émotion est aussi forte en lisant le tome 3 que le tome 2, quand on mesure notamment par des silences à quel point la douleur de ce qui a été vécu a empêché pendant des dizaines d'années des témoins de parler. Vous notez, Hélène, à propos de Josette Lasnowski, dont je parlais il y a un instant, ceci: la reconstruction du vécu de petite fille cachée de Josette a été plus difficile et plus lente que pour mes autres amis témoins, car 78 ans après, elle est encore très réticente à parler de ce temps-là. Elle ne le supporte pas.
Voilà, la série des 30 témoignages se clôt, permettez-moi de le dire, de le mentionner, par votre propre témoignage, Hélène. Et je dois rendre hommage à votre courage, parce qu'il en faut pour braver les réserves et les pudeurs que l'on a à parler de soi-même, à apporter sa pierre à ce singulier et formidable édifice mémoriel que constituent ces mémoires de la France occupée à La Pampa. Avec une grande franchise, vous écrivez, Hélène, ceci. J'étais persuadé que tenter une reconstitution de mes années d'enfance était une utopie. Je croyais sincèrement n'avoir rien de fiable à transmettre de mon parcours, ni rien à dire qui n'ait déjà été narré par des milliers de rescapés de France. Eh bien, je vous laisse découvrir le récit du long cheminement, il a demandé plusieurs années, qui a conduit Hélène et ses amis à mener à bien ce travail de mémoire et à aboutir finalement, en 2004, si je ne me trompe, à la création de l'association Génération de la Shoah en Argentine. Et je me permets là encore de vous citer, Hélène. Cette association se donna pour mission l'enseignement de la Shoah et la diffusion des leçons transmises par les expériences des survivants enfants. Rapporter entre pairs les épreuves vécues et les souffrances, mais aussi l'empathie et le soutien reçus de tant de personnes simples ou exceptionnelles auxquelles nous devions d'avoir survécu. Divulguer l'action des sauveurs et des justes, œuvrer à leur reconnaissance, promouvoir la réflexion, enseigner les valeurs qui devraient empêcher l'humanité de retomber dans de telles aberrations. Ainsi furent fixées les grandes lignes de notre tâche. Fin de citation. Le fait est que Hélène et ses amis ont réussi. Ils ont réussi à transformer en réalité ce qui était un défi utopique, rassembler les femmes et les hommes qui ne se connaissaient pas, c'est quand même très exceptionnel, qui ont formé une grande famille, mais qui étaient dispersés dans cette Argentine immense et même dans cette capitale immense qu'est Buenos Aires. Mais ces hommes et ces femmes auraient pu ou avaient pu connaître les mêmes drames dans un même pays, la France, les mêmes épreuves, et à la même époque, il y a plus de 80 ans. Les convaincre, vous avez réussi à les convaincre de témoigner, Pas tous. mais vous les avez aidés à le faire en tout cas, et à aboutir à un résultat qui me paraît, je parle cette fois comme historien, exemplaire sur le plan de la vérité historique. Hélène et ses compagnons, vous avez réussi par ces groupes de parole, par cette écriture, à faire quelque chose, un résultat dont vous pouvez être légitimement fier. Je vous le dis avec amitié et sincérité. Le regard, et je terminerai là-dessus, que vous portez sur l'Argentine d'aujourd'hui, je ne dirais pas nuance, mais crée une certaine distance avec le récit des années de l'après-guerre. Permettez-moi là encore de vous citer, lorsque vous dites « l'illusion que se faisaient les millions d'immigrants qui arrivèrent entre 1894 et 1950 d'avoir trouvé en Argentine un pays plein de promesses commença à s'évanouir il y a déjà plusieurs décennies et elle se perd chaque jour un peu plus. Comment auraient-ils pu imaginer ces millions d'immigrants que leurs enfants et petits-enfants chercheraient à émigrer à leur tour
émigré en sens inverse, a abandonné l'Argentine. Triste réalité de la communauté judéo-argentine qui est en train de vivre sa énième saignée parmi les jeunes professionnels principalement, mais aussi parmi les présidents de grandes compagnies qui partent s'installer autre part, en Uruguay en particulier. Ils partent tous chercher un pays plus décent, plus sérieux, où faire bon usage de leurs connaissances et de leur créativité, qui sont immenses. Je veux espérer que ces conjectures ne se réaliseront pas. Espérons. Mais quel que soit le devenir de l'Argentine, les leçons apprises au long de ce parcours de la France occupée à la Pampa valent pour tous et valent pour toujours. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Dulaurence. Vous avez déjà dit beaucoup. C'était très touchant de vous entendre parler de Hélène et de son travail. On sent que vous êtes, ça vous concerne et que cette lecture vous a touché aussi, comme tous ceux qui ont eu les livres entre les mains. Alors, bien sûr, j'ai beaucoup de questions. Et je sais que vous êtes modeste et que vous parlez peu, mais là, cette fois, vous êtes sur la scène. Eh bien, c'est super. Alors déjà, le titre, votre groupe s'appelle France, douce France de notre enfance. Dites-nous pourquoi, à la fin, vous avez glissé ce point d'interrogation. Pourquoi ai-je mis un point d'interrogation à la fin de ce titre, France, douce France de notre enfance? Alors bien sûr, vous savez, c'est la chanson de Charles Trenet, mais ce n'est pas exactement la chanson de Charles Trenet, parce que notre enfance, l'enfance des enfants juifs en France pendant la Shoah, pendant la guerre, n'a pas été une enfance heureuse, n'a pas été une enfance de toute tranquillité. Mais d'autre part, la plupart d'entre nous, nous continuons à aimer la France. Enfin, la France est notre pays encore pour la quasi-totalité des 30 personnes. Et c'est quelque chose d'assez compliqué à aimer ce pays malgré ce qui s'y est passé. Mais quand on étudie l'histoire, comme je l'ai fait à travers les différents chapitres, il faut savoir que quand je dis ce qui s'y est passé, ce n'est pas seulement ce qui s'y est passé de triste, de mauvais, mais qu'il y a aussi eu beaucoup d'aide, d'entraide, de solidarité. Et donc, c'est un pays, la France est notre pays avec ses heures noires, mais aussi avec ses heures claires, avec ses collaborateurs et avec ses sauveurs. Mais j'aimerais laisser le point d'interrogation parce que dans notre groupe, parfois on aime, parfois on n'aime pas. Alors, on va être obligé de faire un peu de chronologie. Vous n'allez pas nous raconter, vous l'avez fait souvent une nouvelle fois, quels ont été les jalons de ces enregistrements. Moi, j'aimerais quand même que vous nous racontiez ce qu'on ne voit pas dans le livre, à savoir le contexte, l'ambiance de ces réunions, où ça se passe, et surtout comment la première fois vous avez contacté les uns et les autres et les avez convaincus de témoigner devant les autres. Alors, ça remonte à peu près à 1997, quand nous avons décidé, deux personnes, enfants cachés comme moi et moi, nous avons décidé de créer un groupe de parole, pas exactement un groupe de parole, mais un groupe de mémoire, où nous puissions nous réunir, interchanger nos expériences et penser, surtout réfléchir à ce que nous pourrions faire pour que ceci ne se reproduise plus, pour chercher un peu quels sont les éléments qui ont pu amener l'humanité à une telle aberration, connaître ce mécanisme pour chercher l'antidote, disons. Donc c'était un groupe très intéressant. Pour moi, c'était la première fois depuis que je vivais en Argentine. Je suis arrivée en Argentine en 61. C'était la première fois que je me trouvais entre Français. J'avais eu jusqu'alors très peu de communication avec des Français, sauf à l'Alliance française, mais surtout peu de communication avec des survivants français, des enfants cachés, la plupart comme moi.
Et à vrai dire, les premières rencontres que nous avons eues ont été extraordinaires. On s'est tout de suite sentis unis entre nous, parce que ce que disait Henri, par exemple, c'était ce qu'avait vécu Francis, l'endroit où avait vécu telle autre personne, c'était pratiquement le même endroit où avait vécu l'autre. Enfin, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'entrecroisement des mémoires, parce que réellement, il y a des entrecroisements constants dans les souvenirs de ces personnes par rapport à ce qu'elles ont vécu, où est-ce qu'elles ont vécu ces choses-là et dans quelles conditions. Et à la première réunion, vous étiez combien? Alors nous étions peu, nous étions une dizaine ou une douzaine. Là, ce n'était pas seulement un groupe de Français, c'était un groupe ouvert à plusieurs enfants cachés de plusieurs origines. Mais bizarrement, le groupe français était le plus nombreux. Enfin, on était 6 ou 7 Français contre 3 Hongrois, 2 Polonais, etc. Et pour moi, ça a été une découverte, parce que tout à coup, je me suis rendu compte que mes amis, ces 6 amis, ces 6 premiers amis français qui avaient été cachés ou qui avaient vécu en France pendant la guerre, un peu plus âgés que moi en général, ils étaient mon histoire. Eux étaient mon histoire. Et moi qui jusqu'à ce moment-là ne m'étais pas vraiment intéressée à mon histoire, pour différents motifs, je ne m'étais pas intéressée à mon histoire. Tout à coup, je vois devant moi des gens qui ont vécu à peu près les mêmes choses et qui savent de quoi ils parlent, de quand ça s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Et là, je dois dire que j'ai ressenti une certaine honte à ne pas connaître ma propre histoire. Mais comme l'a dit M. Dulaurent tout à l'heure, je pensais que ça allait être impossible. Mais j'ai quand même, par le biais de ce livre, j'ai appris énormément de choses qui m'ont ensuite servi pour faire mon propre témoignage. Alors attendez, il y a les réunions elles-mêmes et il y a le livre. À quel moment vous vous êtes dit, au bout de combien d'années, ça vaut le coup de laisser sur papier la transcription de ces réunions? Oui, très bonne question, parce qu'en fait, on se réunissait au début pendant 2 ans ou 3 ans. On s'est réunis sans vraiment penser à faire un livre. On se réunissait pour être bien, pour nous sentir bien entre nous. Nous avions tous la même histoire à peu près, et ce que nous entendions de l'autre était beaucoup plus facile à comprendre pour nous, entre nous, que par exemple avec nos plus proches. Non, nos plus proches qui n'avaient pas vécu les mêmes histoires n'arrivaient pas à être sur le même rythme. On se comprenait beaucoup mieux entre nous qu'avec nos proches. Alors nous avons donc travaillé comme ça durant 3 ans à peu près. Ensuite, nous avons créé une organisation qui s'appelle Génération de la Shoah en Argentine pour regrouper d'autres survivants, de survivants de Pologne, etc., un peu plus âgés, et certaines personnes qui avaient été dans des ghettos ou dans des camps de concentration. Mais le véritable point de départ remonte exactement à l'année 2006, lorsque l'ambassadeur de France en Argentine, pas Monsieur Dulaurent, pourtant c'est non, le successeur, c'est pas lui en fait qui a décidé, c'est l'ADAIA. Nous avons une institution centrale argentine, juive argentine, qui s'appelle l'ADAIA, qui est l'équivalent du CRIF ici. Et donc l'ADAIA avait demandé aux ambassades des différents pays qui avaient participé à la guerre, soit d'un côté, soit de l'autre, de faire dans leur ambassade un hommage aux survivants de leur pays. Quand le tour de l'Argentine est arrivé, j'ai été convoquée par l'agrégé culturel ou le premier secrétaire, M. Hubert de Canson, qui avait travaillé avec M. Dulaurent. Et je le connaissais par d'autres activités que j'avais fait avant. Et lui, il savait que j'avais été une enfant cachée. Donc, il m'a convoquée pour que je l'aide à mais à réunir le plus d'enfants cachés français possible en France, en Argentine.
Et j'ai réussi à regrouper 45 personnes. Il y a eu beaucoup plus, mais bien sûr, là, il y avait déjà beaucoup de personnes qui Mais étaient mortes. comment vous avez retrouvé ces personnes qui étaient éparpillées, j'imagine? Eh bien, ça m'a été très facile parce que j'ai de nombreux contacts avec des institutions juives. Et puis, chacune des personnes que je contactais, même parmi les premières personnes, elle connaissait d'autres personnes de France qui avaient vécu cela. Donc, je n'ai eu pas de difficulté, je n'ai eu aucune difficulté à réunir 45 personnes. Mais sur ces 45 personnes, seulement 29 ont accepté de travailler sur un projet de livre. Parce que M. de Canson me disait, chaque fois qu'il me voyait et que moi je lui rapportais, ah là là, vous savez, j'ai entendu telle personne m'a dit telle chose, moi je ne savais pas. Enfin, alors, M. de Canson me disait chaque fois, Hélène, il faut enregistrer, il faut garder tous les enregistrements. Et ensuite, il me disait, il faut faire quelque chose avec cela. Et ce quelque chose, c'était un livre. Alors, si je comprends bien, les 15 ou 16 qui ont refusé, c'était parce ils avaient compris qu'il y aurait publication, ils ne voulaient pas que leurs souvenirs soient divulgués. C'était quoi la raison, en fait? Non, non, je ne pense pas que ce soit certaines personnes n'étaient pas vraiment intéressées par le fait de se réunir, par le fait d'évoquer la Shoah. Je ne sais, je n'ai pas eu l'occasion de leur demander pourquoi. J'ai insisté auprès de quelques-uns d'eux, mais c'était en général des personnes déjà très âgées qui ne voulaient pas revenir sur leur passé. Alors vous-même, vous avez été prof de sociologie, si je crois Oui, bien. sociologue. Là, vous étiez encore en exercice ou vous étiez à la retraite quand vous avez commencé? Ah non, non, non. J'ai commencé à 57 ans, donc je n'étais pas à la retraite. Et en fait, ce livre n'est pas comme un livre de sociologiste, hein, c'est de sociologue aussi. C'est un livre que j'ai fait parce que j'avais écrit d'autres livres auparavant, toujours en groupe de personnes, avec des groupes de personnes, de pairs vivant dans une même conjoncture historique, dans un même endroit. Et j'ai donc travaillé de la même façon. C'est difficile parce que les enregistrements sont très difficiles comment dit-on? À décrypter. Mais c'est beaucoup plus enrichissant que de Mais travailler. décrivez-nous votre matériel et comment ça se passait concrètement, justement, ces enregistrements. Il y avait plein de micros? Comment ça se Non, passait? non, on travaillait autour d'une table, en général chez moi ou parfois chez d'autres personnes, une table de salle à manger. On en profitait pour manger quelque chose. Et donc, je venais en général avec une idée et l'idée de demander à quelqu'un de spécial ce qu'elle pensait de telle ou telle chose ou qu'elle raconte simplement sa vie. Donc, il y avait on mettait le focus sur cette personne, sur Henri ou sur Francis. Il racontait son histoire, on ne l'interrompait pas, mais je notais, j'enregistrais, et la fois d'après, je lisais à tout le groupe ce que j'avais écrit à partir de l'enregistrement que j'avais décrypté. À partir de ça a été un travail en plusieurs étapes. Cet enregistrement que j'avais décrypté était donc lu avec toutes les personnes qui étaient présentes, et là, elles opinaient. Alors ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas possible, ça ne s'est pas passé comme cela, ou ça, oui, c'est tout à fait comme cela, moi, j'ai vécu la même chose, ou au même endroit, moi aussi, j'ai été à tel endroit. Donc, je réécrivais à nouveau. J'ai réécrit plusieurs fois. C'est un long travail. Mais en disons, les dernières étapes, c'était d'avoir le chapitre pratiquement terminé, mais de travailler avec la personne toute seule. Mais donc, si je comprends bien déjà, avec votre profession, vous connaissiez déjà l'intérêt de faire parler des personnes en groupe qui se racontent, c'est ça, en dehors de la Shoah? Vous l'aviez déjà Oui, fait avant, du coup? oui, parce que mon premier livre, c'est un livre sur, je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous poser une colle. Est-ce que vous connaissez l'épopée de la colonisation agraire juive en Argentine? Avant de lire la préface de votre livre, non. Ah, Maintenant, oui. bon, moi, je ne connaissais pas non plus.
parce que bon, je suis arrivée en France, j'avais très peu de connaissances de ce qui s'était passé en Argentine dans la communauté juive. Donc, quand on m'a parlé des personnes qui vivaient comme des paysans dans plusieurs régions de l'Argentine, ça m'a beaucoup surprise parce que moi, je savais que les Juifs n'avaient pas le droit de cultiver la terre. Bon, ça c'était avant, maintenant c'est un peu différent, mais j'avais cette idée en tête. Et j'ai commencé à approfondir le sujet et je travaillais alors dans un club juif, dans un centre communautaire juif, Hebraïka, où nous avions formé, quelques années plus tôt, un groupe du troisième âge. Et parmi ces personnes-là, il y en avait une dizaine qui avaient eu l'expérience de la vie dans dans les colonies juives agricoles. J'ai donc convoqué ces personnes, je leur ai expliqué que cela m'intéressait, que j'aimerais bien qu'on puisse se réunir et qu'elles me racontent leur vie dans les colonies juives en Argentine. Et là, c'est la même chose, disons, une chose, une pensée, un souvenir éveillait chez l'autre un autre souvenir, pareil ou différent, et chaque fois qu'on se réunissait, ça prenait de l'ampleur, ça prenait plus de richesse. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec mon deuxième livre également sur les séfarades. Ce livre s'appelle Érase una vez séfarade, c'est en espagnol, c'est-à-dire il était une fois séfarade. Parce que c'est un peu un conte de fées pour moi. Je ne savais pas, quand j'étais en France, je ne savais pas qu'il y avait d'autres juifs que les Ashkénazes. Et tout à coup, ici, bon, ensuite, nous avons eu les gens qui venaient d'Algérie, du Maroc, bien sûr, mais c'était difficile pour nous, les Ashkénazes, de comprendre qu'ils étaient juifs également. Et en Argentine, il y a une communauté séfarade assez importante, comme un peu partout. Les séfarades sont un tiers en général de la population juive. Et j'étais en train de terminer le livre sur les colonies. Nous étions en 1991 et on parlait de 1992 comme une année très importante, la découverte d'Amérique, mais aussi, et c'est ça qui m'a attiré l'attention, mais aussi de l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'est à partir de là que j'ai commencé à dire, bon, à dire, mais ça, il faut le faire. Et là, vraiment, je m'y suis mise sans que personne ne m'y pousse, parce que j'ai invité 2 ou 3 personnes du groupe général à venir raconter leur histoire, et j'ai été absolument fascinée en tant qu'Ashkénaze qui a vécu la guerre, bon, sans m'en rappeler, mais en tant qu'Ashkénaze qui vivait à Ménilmontant, Belleville, assez tristement, dans des quartiers pauvres, insalubres, etc., écouter ces dames qui venaient de Rhodes ou d'Alexandrie ou de Turquie ou du Maroc parler d'abord de l'entente qu'il y avait avec les autres, avec les musulmans, avec les orthodoxes. Ça m'avait déjà beaucoup frappé. Et ensuite, c'était le soleil, c'était la Méditerranée, c'était les fruits, les fleurs, les légumes, et des choses que les Ashkénazes, nous n'avions pas. Et donc, ce travail s'est fait de la même façon. Et si je fais un autre livre, je le ferai de la même façon. Alors, ce qu'on ne voit pas dans le bouquin forcément, c'est les comportements, on va dire, de chacun à l'écoute des autres et comment arrive à s'exprimer celui qui raconte. Est-ce qu'il arrivait parfois que certains craquent, se mettent à pleurer, ou qu'inversement, parmi l'assistance, certains eux-mêmes se mettent à pleurer parce qu'eux-mêmes, ça leur rappelait des souvenirs douloureux? Oui, bien sûr, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y il y a eu souvent des gens qui ont pleuré, mais il y a eu des gens qui se sont sentis très, très émus. Oui, il y a eu des moments très tristes. Alors, il a fallu remonter un petit peu. On passait à autre chose, on parlait d'autre chose, on mangeait quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a eu des situations. Je dirais que chacun de mes amis témoins a vécu des moments très difficiles. Et que lorsqu'ils se sont souvenus de ces moments très difficiles, eh bien, ça leur a été difficile de s'exprimer. Il y en a d'autres qui n'ont pas voulu parler. Par exemple, le premier, Maurice Eisenstein,
il se sentait si français. Son père se sentait si français. Il lui a toujours reproché à son père de se sentir trop français et de vouloir rester en France alors qu'il aurait dû partir. Et effectivement, il a été déporté, cet homme, à Kaunas. Je suis allée, pas sur sa tombe, parce qu'il n'y a pas de tombe, mais je suis allée au monument de Kaunas. Et j'ai laissé une petite pierre en souvenir de cet homme qui ne pensait pas. Il disait, moi, je suis français, mais vous ne voyez pas que je suis français. Et il a quand même été emporté. Donc, il y a eu des moments très difficiles. Et ce Maurice, quand il a dû parler de lui-même, il a été adopté pratiquement par des voisins de ses parents, qui les ont très bien traités, qui n'avaient pas d'enfants. Ils ont été leurs enfants. Ils ont joué, ils ont vécu une vie merveilleuse. Mais quand il a dû parler de son père et de sa mère est devenue folle quand les gendarmes sont arrivés avec l'ordre d'arrestation. Elle n'est jamais revenue de sa folie. Donc, quand il commençait à parler de cela, il ne pouvait pas parler de cela. Alors, un jour, je lui avais dit, mais pourtant, il faudrait qu'on sache quelque chose. Il a apporté le livre d'un ami historien, un ami historien de la région qui s'appelle Pouplain, Jean-Marie Pouplain, je ne sais pas, qui avait écrit son histoire, ou l'histoire des Juifs de ce coin-là. Et il s'est mis à lire ce qu'avait écrit son ami sur lui et sa famille. Ça lui a été donc plus facile. C'est comme ça qu'il a pu s'exprimer et qu'il a pu raconter son histoire en rajoutant quelques petites choses ici et là. Mais je me suis très bien rendu compte que s'il a lu ces pages, alors que personne ne lisait dans le groupe, s'il les a lus, c'est pour cela, parce qu'il ne pouvait pas parler. Et il y en a d'autres, mon propre frère n'a jamais pu parler. Mais alors, est-ce que, d'une manière générale, pour toutes ces personnes, est-ce qu'un certain nombre avaient quand même déjà témoigné avant, dans la famille ou en public, ou c'était vraiment inédit pour la plupart, le fait de parler à des inconnus, ou enfin, qui deviennent après des amis? Alors, c'est assez bizarre parce que la plupart des personnes n'avaient pas parlé ou pratiquement pas parlé avec leurs enfants. C'est bien connu, les survivants ont mis des années et des années à parler, et d'abord parce qu'on ne les croyait pas, parce que c'était tellement indicible et inconnu et inexplicable que les gens à qui on voulait décrire ces choses-là ne vous croyaient pas. Ensuite, parce que on pensait qu'ils avaient été dans des camps, ils étaient un peu dérangés, ça leur passerait, etc. Bon, mais il fallait aussi s'occuper de recommencer à vivre, de refaire une vie dans un pays étranger comme l'Argentine. Il fallait élever des enfants. Donc, ce côté de l'Holocauste était resté pour la plupart d'entre eux relégué. Mais bizarrement, il y a eu, je ne sais plus en quelle année exactement, dans les années 70-80, le cinéaste Spielberg, qui a utilisé tout le bénéfice de son film sur la liste de Schindler pour former une vidéothèque avec des témoignages de tous les juifs survivants du monde. Enfin, il n'a pas fait tout le monde, mais il a je ne sais plus combien de milliers de témoignages faits. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que les survivants eux-mêmes qui ont témoigné ont eu du mal à écouter leurs propres témoignages. Je parle de Josette, par exemple, c'est la personne dont a parlé Frédéric. Sa maman avait témoigné pour Spielberg et sa sœur aussi. Et elle ne savait rien, elle ne voulait rien savoir. Il y avait quelque chose qui vraiment la martyrisait quand elle pensait à devoir parler de son enfance. Et je lui ai dit un jour, mais tu as écouté le témoignage de ta mère? Elle m'a dit non.
Elle l'avait pourtant fait traduire du yiddish à l'espagnol pour ses enfants, pour ses petits-enfants, mais elle ne l'avait pas écouté. Et le témoignage de ta sœur, non, je ne l'ai pas écouté non plus. Et puis un jour, mon amie Evelyne Thomas, que vous connaissez, a découvert qu'il y avait un livre, un peu ce que je fais, moi, écrit par une journaliste qui avait interviewé la sœur Adèle, la sœur de Josette. Et mon amie Evelyne Thomas me dit, tu es sûre qu'il n'y a rien d'écrit? Je lui dis, oui, il n'y a rien d'écrit. Bon, il y a ce livre qui a été édité aux États-Unis. Il est en anglais. Bon, j'ai lu, enfin, j'ai réussi à lire le témoignage de la sœur de Josette. Et j'étais furieuse. J'étais furieuse envers Josette. Comment ne m'as-tu jamais dit qu'il y avait un témoignage écrit par ta sœur, qui est à peu près le même que celui que nous écrivons? Bon, c'est fait d'une manière différente, mais c'est leur histoire. Et alors, elle m'a dit, comme ça, très ingénument, je ne comprends pas l'anglais. Je le dis parce que ça reflète les difficultés à faire face à cette vie qui est difficile à commenter. Justement, vous allez répondre à cette question pour vous et pour vos amis. Est-ce que ça les a changés de pouvoir parler comme ça devant des oreilles, on va dire, acquises et attentives? Est-ce que certains, plus tard, dans leur propre famille, ont pu enfin en dire plus, être écoutés? Est-ce que vous connaissez les suites, en fait, de ces rencontres privées? Oui, je crois que ça les a beaucoup aidés. Hein. Ça, c'est indubitable. Le fait de pouvoir s'ouvrir devant un groupe de pairs leur a permis de comprendre qu'elles étaient capables de parler, qu'elles étaient capables d'évoquer ce qu'elles n'avaient jamais osé évoquer. Et à partir de ce moment-là, nous les avons convoquées, enfin pas moi, mais le groupe dont je vous ai parlé, Génération de la Shoah en Argentine, puis maintenant le musée et une institution allemande, d'aide allemande, nous convoquent à donner des témoignages dans des écoles, bon, comme ici, dans des tas d'endroits, dans des écoles catholiques, juives, la police, etc., même dans une prison. Et Josette a eu beaucoup de mal à le faire. J'ai dû inventer quelque chose un jour pour lui permettre d'enfin s'asseoir face à un public pour qu'elle puisse parler. Mais maintenant, ça y est, elle a démarré. Elle n'aime pas tellement, mais elle le fait. S'il le faut, elle le fait. Et cela a permis à chacune des personnes de mon livre d'enfin pouvoir parler plus ouvertement à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Parce que dans la plupart des cas, les enfants savaient, mais ne savaient que superficiellement. Et là, ils ont pu commencer à parler plus ouvertement. Dans votre propre cas, Comment, pardon? vous-même, dans votre famille, ça a changé quelque chose ou tout le monde savait déjà tout? Eh bien, pour moi, c'est un peu spécial. Je ne sais pas pourquoi. Je savais tout ce qui nous était arrivé. Je le savais, non pas parce que mes parents s'étaient assis face à moi et m'avaient dit telle et telle et telle chose, mais parce que ils avaient une boucherie et j'étais souvent à la caisse. Lorsque je n'allais pas à l'école, j'étais à la caisse et j'entendais mes parents parler de la guerre avec leurs clients et avec les quelques survivants qui rentraient. Alors, j'ai appris des tas de choses sur la vie de mes parents, sur ce qui s'est passé avec moi, sur ce qui est passé avec mon frère. Mais quand M. Philippe Veil m'a dit et votre témoignage, vous allez le faire, et où va-t-il être? Je lui ai dit non, je ne pense pas le faire. Ce n'est pas que je ne me sens pas capable de le faire, mais je sens que je n'ai pas assez d'éléments fiables pour l'écrire. Bon, Philippe ne m'a pas obligé à le faire, mais ça m'a quand même fait quelque chose de voir que je pouvais quand même essayer de faire, parce que justement pour Myriam Zilberberg, on va parler de Myriam Zilberberg, elle avait un jour de moins que moi, nous avions le même âge. Elle était
donc, elle avait le même âge que moi, elle n'en savait pas plus que moi sur sa propre vie. Elle avait eu des descriptions faites par des amis, par une personne qui a écrit un livre. Et elle avait perdu ses deux parents. Bon, pour elle, j'avais réussi à trouver dans les archives du Lot-et-Garonne, j'avais trouvé des tas de documents. Et peu à peu, grâce à ces documents, nous avons réussi à reconstruire la vie de Myriam, qui avait 2 ans et demi quand ses parents ont été déportés et quand elle a été raptée, selon elle, par un homme la nuit qui est venu dans le camp où ils avaient été transférés, ses parents et elle, un homme qui avait une grande cape noire et qui l'a cachée sous sa cape pour la sortir du camp. C'était sa description. Ce monsieur qui l'a sauvé du camp, c'était un médecin, le médecin du camp. Bon, mais je ne vais pas raconter là l'histoire, elle est passionnante, l'histoire de Myriam. Mais à propos de Myriam, je voulais vous dire que cette petite Myriam, qui avait 2 ans et demi quand elle a été séparée de ses parents, c'est quelque chose de terrible. La police s'est mise à ses trousses parce qu'il y avait une liste de je ne sais pas combien de personnes qui étaient dans le camp et qui devaient partir le lendemain à Rivesaltes. Et il y avait quelqu'un qui manquait, et c'était Myriam, 2 ans. Et la police, enfin le préfet, il y a eu un tas de gestion officielle pour retrouver la petite. Et quand le médecin qui l'a enlevée s'est rendu compte qu'il était en danger lui aussi, il a confié la petite à une dame de sa confiance et il est parti se cacher avec sa femme et son fils. Ah, lui, il est entré dans la résistance et sa femme et son fils sont restés cachés. Et entre-temps, alors Myriam a été prise par la pouponnière de Limoges. Ensuite, elle a été transférée dans une maison d'enfants dans les Alpes, en Savoie. Et, mais à tout cela, bon, je ne veux pas m'en... Vous allez en parler parce que c'est cette Myriam qui nous a rapprochés. Oui, c'est ça. Mais je suis venu avec 2 photos, donc on va projeter les Ah, photos. oui, d'accord. Et parce que Moi vous aussi, allez parler des Moi photos. aussi, je les ai, mes choses. Alors la première, je vous explique vite fait, excusez-moi, je te prends la vedette. C'est une photo qui est prise à La Roche, à côté de Pendagenais, en Lot-et-Garonne, puisque là tu parlais du Lot-et-Garonne, je viens du Lot-et-Garonne. Donc, les 2 personnes qui sont fléchées, ce sont les parents de cette petite fille. Les autres pensionnaires à côté, ce sont d'autres réfugiés juifs, étrangers, quasiment tous, dont certains seront déportés effectivement le 26 août 1942 via Drancy à Auschwitz. Tu peux monter celle d'après, s'il te plaît. Alors, cette photo, on l'a trouvée, je pense, presque au même moment. Il faut que je vous dise qui est sur la photo. Donc, les parents sont à gauche. Oui. Là, c'est un autre village, pas très loin de Pendagenais, qui s'appelle Montbahut, devant la maison de ce paysan, qui est lui-même un juif étranger, qui s'appelle Grunberg, sa femme à côté, son fils, donc Rodolphe Grunberg, et la petite Myriam qui regarde ses parents. Donc c'est Rodolphe que j'ai rencontré parce qu'il vivait, c'est un des derniers juifs du Lot-et-Garonne qui lui était resté en Lot-et-Garonne après la guerre, après avoir échappé à une arrestation. Donc c'est lui qui nous a donné cette photo. Alors je ne sais pas si c'est celle-là que vous avez retrouvée via la Belgique. Il se trouve que c'est assez curieux, mais sans le savoir, à quelques milliers de kilomètres d'écart, on a retrouvé la même photo. Et si j'ai bien compris, là, vous allez nous expliquer, Myriam elle-même. Alors oui, c'est ça. C'est ça qui est tragique, Oui. allez-y, racontez. C'est ça qui est tragique et vraiment douloureux. Myriam avait été donc pas abandonnée, mais confiée à ce médecin. Les parents avaient cousu dans le doublet de son manteau son acte de naissance. Donc il y avait le nom des parents et sa date de naissance. Elle n'avait rien d'autre, aucune photo. Elle n'a eu aucune photo de ses parents jusqu'à 60 ans. Elle a fait des démarches à ce moment-là, elle a fait des démarches auprès de la municipalité de Bruxelles, parce qu'elle était née à Bruxelles, et de Belgique, on lui a envoyé 2 photos d'identité de ses parents. C'est tout ce qu'elle avait jusqu'à sa mort.
C'est tout ce qu'elle avait. 2 photos d'identité de ses parents. Et ces photos, elle les a eues très tard dans sa vie. à 60 ans. À 60 ans. Terrible. Et alors, mais c'était des photos d'identité, c'est quelque chose d'assez froid, non? Je voudrais vous expliquer que, parce que vous ne l'avez pas dit, mais c'est peut-être intéressant que vous sachiez que là où étaient les parents de Myriam et Myriam, c'était une ferme-école de la Horte, de la ORT, de l'Horte, dans le Lot et du reste, Montbahu également. Il y avait 2 fermes-écoles de la Horte. 3? Trop bien, allez-y, continuez, c'est pas grave. Bon, il fallait bien qu'ils me disent Oui, que je fais une erreur. C'était un fief de l'Horte, Lot-et-Garonne, une région agricole. Comment? L'Horte avait acheté ou loué 3 fermes et les avait fait gérer à des réfugiés. C'était un des lieux de refuge et d'arrestation, malheureusement. C'était un lieu de refuge, mais en prévoyant une possible aléa. Et bon, il y a eu une descente dans cette ferme et ils ont arrêté tout le personnel. Pas tout le personnel n'a été déporté, je ne sais pas pourquoi. Les parents de Myriam et 2 ou 3 autres personnes ont été déportés. Myriam devait être déportée, on l'a sauvée et on l'a poursuivie jusqu'à temps que... C'est très intéressant, les listes, un jour après l'autre, la liste du préfet qui dit, bon, la petite est sur la liste, il faut la retrouver, enfin, pas dans ces termes-là. La liste suivante, bon, Myriam, elle n'est toujours pas là. La 3e liste, les parents partent à Rivesaltes, et le nom de Myriam est barré. Elle n'est plus là, elle n'est plus là. En fait, je vais vous couper, le préfet recherche moins la petite que les personnes qui ont contribué à son sauvetage, quoi. Comment cette gamine a disparu de ce camp de Casseneuil, c'est ça qui a intéressé la police, parce que les rapports existent. Ben oui, comme je le disais, la personne qui l'a prise, c'était l'un des 2 médecins qui s'occupaient du camp de Casseneuil. Il y avait un médecin juif et un médecin français. On croit, enfin on n'est pas sûr, mais on croit que c'est le médecin français qui l'a prise. Ensuite, elle a été confiée à une femme dont elle se souvenait comme maman Bracard. Ensuite, cette dame l'a confiée à la pouponnière de Limoges. De Limoges, elle a été envoyée, je ne sais plus si à Grenoble. Ensuite, de Grenoble à la maison Les Lutins, je crois, en Savoie. Et là, alors, c'est bizarre, il faut que je fasse une petite parenthèse. Je me suis rendu compte en lisant ceci que Myriam avait été logée, enfin avait été confiée à la maison Les Lutins de Moutier-Salins, je crois, Moutier-Salins, en Savoie. Elle y avait été confiée pendant le mois d'août 1943, je crois, avant qu'on la passe en Suisse. Et j'ai une autre personne de mon groupe, 2, parce que c'était un frère et une sœur, les frères Greenspan, qui ont été cachés dans cette même maison de Lausée en même temps qu'elle, les mêmes jours qu'elle. Et c'est quand même, pour moi, c'est très émouvant de savoir, enfin, ni les uns ni les autres ne l'ont su, parce que Myriam était décédée et Gérard Greenspan n'était plus très bien, donc ils ne l'ont pas su. Mais moi, j'ai su que 3 de mes compagnons avaient vécu pendant quelques semaines sous le même toit protecteur de Lausée et qu'ils se retrouvaient à ma table de travail 80 ans plus tard. Il y a des choses comme cela qui vraiment sont très émouvantes quand on fait ce genre de travail. Mais vous m'aviez demandé autre chose. Alors, mais je vais rebondir sur ce que vous disiez, parce qu'il y a une particularité à votre livre, c'est que, bon, bien sûr, c'est une transcription on va dire, de récits, de conversations, mais il y a un gros ajout de documents. Vous allez nous raconter comment ces documents ont commencé à arriver en votre possession, si c'est vous qui les avez trouvés, si on vous les a envoyés, parce que concernant Myriam, qui nous rapproche encore, elle a un dossier à Lausée comme enfant caché. Et nous, cette gamine, on la connaissait évidemment par les archives, etc., par ce dossier, mais sans savoir, quand on a fait notre bouquin sur les déportés de chez nous, qui était devenue cette petite. On savait qu'elle était partie en Amérique, on ne savait pas si elle était vivante, et du coup, il s'est passé, au moment où on se posait cette question, on l'a su plus tard grâce à vous,
on aurait presque pu, le hasard a fait qu'on aurait presque pu la connaître et lui dire, Oui. lui envoyer tout un tas d'archives. Oui, parce que ça, je voudrais, avant de répondre exactement à votre question, je voulais rajouter à propos de Myriam, que, comme je l'ai dit, Myriam n'avait que 2 photos d'identité de ses parents, et le livre d'Alexandre et de Sandrine Labo, euh, c'est une amie à moi, Evelyne Thomas, qui est l'arrière-petite-nièce des sauveurs de mes parents, qui l'a découvert. Et elle m'a envoyé tout de suite la photo de la... Parce qu'elle savait que j'étais en train de faire des recherches. On s'écrivait beaucoup. Je lui racontais ce que je trouvais, ce que je ne trouvais pas. Elle m'aidait. Et c'est grâce à elle donc que j'ai connu le livre d'Alexandre. Et ce livre, enfin cette photo m'est parvenue avec l'autre photo de Grimbert, de M. Grimbert, qui au dos de la photo avait écrit « Cette femme, ce couple et cet enfant, que sont-ils devenus dans la tourmente de la guerre ?» Il pensait qu'elle aussi avait disparu. Alors ces 2 photos me sont arrivées alors que Myriam était décédée quelque temps auparavant. Donc Myriam n'a jamais vu ces photos. Elle n'a jamais vu ses parents en personne, disons, euh, en entier, disons. Et elle n'a jamais vu cette photo où elle est avec ses parents. Une photo si belle où elle lève la tête vers ses parents et regarde sa maman avec amour. Je me suis sentie très mal ce jour-là. Je crois que vraiment, je me suis sentie très mal parce que ce n'était pas juste que ces photos arrivent. Enfin, rien n'est jamais juste dans le monde, mais il n'était pas juste que ces photos m'arrivent alors qu'elle, elle n'était plus là. Mais j'étais en contact avec la fille. J'ai donné ces photos à sa fille qui est venue les prendre. Elle a été très émue, évidemment. Et le soir, elle m'a écrit un petit mot en me disant merci pour ces photos, etc. Et je viens de me rendre compte que aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma maman. Des tas de coïncidences comme ça. Bon. Alors, maintenant, je réponds à votre autre... Si vous vous en souvenez, répondez à ma question, parce que je l'ai oublié. Moi aussi. Vous savez quoi, on va laisser la parole à la salle, parce qu'on n'a plus que quelques minutes. 10 minutes, un quart d'heure, combien tu nous donnes, Pauline? Allez, 15 minutes. Soyez pas timide, on a un micro en plus. Mais ta pudeur t'empêche ce soir de nous parler de toi? Non, elle ne m'empêche pas. C'est que tout est si intéressant. Bon, comme je vous disais, comment est-ce que je peux résumer? Je ne pensais pas écrire, mais finalement, je me suis décidée parce que j'ai fait le témoignage de Myriam, également avec des documents, des documents de Lot-et-Garonne, des documents de Suisse, etc. Et pour moi, je suis partie de la base que je savais que mes parents avaient quitté la France occupée à un certain moment, je ne savais pas lequel, qu'à ce moment-là, ils m'avaient laissée dans une famille catholique et qu'eux étaient partis. Je ne savais pas pourquoi ils avaient choisi cette famille, ni quand, ni où elle est. Enfin, je savais que c'était à Villepinte, mais je ne savais que le nom de la famille. Je ne savais pas le nom des autres personnes et s'il y avait des enfants. Donc, mon histoire était une histoire sans être vraiment une histoire. Il y avait des tas de lacunes dans cette histoire. Et j'ai décidé en 2019, je crois, de profiter d'un voyage en France avec mon mari pour recourir aux archives nationales, à plusieurs archives. Les archives nationales, les archives de Paris, les archives de Mâcon. Mâcon, pourquoi? Parce que mes parents étaient passés en zone libre et qu'ils s'étaient installés dans un petit village du sud de la France, à Pierre-de-Bresse, et que là, ils avaient vécu assez tranquillement. Moi, je pensais qu'ils avaient vécu au moins 2 ans, mais en fait, ils ont vécu beaucoup moins longtemps, parce que ce que je ne savais pas, c'est que dans ce petit village que moi, je pensais qui était tranquille, il y avait eu 3 rafles. La rafle du 26 août et 2 autres rafles. Et donc, j'imagine que mes parents et mon frère ont vécu l'angoisse des rafles dans un tout petit patelin de 2500 personnes
Et il est facile de voir arriver des soldats nazis et d'essayer de se cacher, d'essayer de courir autre part. Je savais donc qu'il y avait eu ça. Et je savais que mon père avait été arrêté et envoyé dans un camp de travaux forcés près de Marseille. J'ai cherché pendant longtemps à savoir quel était ce camp. Bon, je vais passer sur les détails. Et je n'ai pas réussi à trouver quel était le camp où mon père avait été envoyé. Je savais qu'il avait été libéré de ce camp, chose assez rare. Il avait été libéré de ce camp parce qu'un ami qui vivait dans la même maison à Pierre-de-Bresse lui avait obtenu un contrat de travail, évidemment nécessaire pour l'économie de la France. Donc, avec ça, il a pu sortir, être libéré du camp, et il est rentré à Pierre-de-Bresse. Et ils auraient pu continuer à vivre à Pierre-de-Bresse, peut-être jusqu'à la libération de Paris, mais je savais aussi qu'à un certain moment, ils avaient dû fuir parce qu'il y avait eu un attentat à Pierre-de-Bresse. Donc, vous voyez, je savais des choses, mais je ne savais pas ni les dates, ni le contexte, ni comment. Quand je suis allée aux archives de Mâcon, j'avais réservé, j'avais pris un rendez-vous avec la directrice des archives et elle m'a apporté tout de suite un document qui m'a semblé extraordinaire parce que c'était la liste des personnes juives qui s'étaient déclarées comme juives vivant à Pierre-de-Bresse à la fin août 1942. Et je connaissais je connaissais la moitié des personnes qui figuraient sur parce que c'était des amis à mes parents qui les avaient sans doute invités ou conseillés de venir vivre avec eux. Je ne suis pas sûre, mais je déduis que ce doit être ça. Et mes parents n'y figuraient pas. Or, s'ils étaient partis de Paris... Oui, alors d'autre part, comment ai-je su quelle était la rafle qui avait conduit mes parents à passer en zone libre? Je suis fière de moi. Je l'ai découvert grâce à un registre d'école. Le registre d'école de mon frère, de la rue Ramponneau, où il était écrit que Henri Goldstein avait commencé ses études en octobre 1937, qu'il avait quitté l'école en juillet 1942, qu'il avait repris l'école en octobre 1944 et qu'il avait terminé quelques mois après son certificat d'études. Donc, ce petit document m'a permis, avec ce document, j'ai pu faire tout un défilé, enfin, toute une suite de déductions. Si mon frère avait quitté l'école en juillet 1942, c'était donc après la grande rafle. Et s'il était rentré s'il avait recommencé l'école en octobre 1944, c'est parce que mes parents étaient rentrés après la libération de Paris. Et bon, une chose en amène une autre. Bon, ça, c'est la question de mon frère. Moi, par une étrange superposition de circonstances que je n'attendais pas, c'est trop long à raconter, j'ai retrouvé le plus jeune fils de la famille Bruno, qui avait 5 ou 6 ans de plus que moi. C'est une archiviste, l'archiviste de Villepinte, avec qui je m'étais mise en rapport grâce à une personne volontaire du Mémorial de la Shoah. C'est avec elle que j'ai établi une espèce de plan de travail pour pouvoir reprendre mon contact avec la famille Bruno. Et elle m'a envoyé, moi je lui ai envoyé les 4 photos que j'avais de la guerre. J'avais 4 petites photos, ces petites photos anciennes, derrière lesquelles était écrite Madame Bruno, je suppose, avait écrit. Après, j'ai su que ce n'était pas Madame Bruno, que c'était sa fille, parce que Madame Bruno était analphabète. Donc, derrière chaque photo était écrite « Voici votre petite fille qui joue avec Jean, avec mon fils. Voici votre petite fille qui donne des fleurs à sa tante Léonie. » Et là, j'ai fait un clic, parce que Léonie, c'était un nom qui me disait quelque chose.
je suis allée voir mes photos et derrière la photo, derrière l'une des photos, il était écrit « Votre petite fille qui donne des fleurs à sa tante Léonie ». Et ce même nom allait réapparaître dans l'arbre généalogique que m'a envoyé l'archiviste de Villepinte. Je ne sais pas si je me suis très bien fait expliquer. Non. C'est d'abord l'archiviste qui m'a envoyé l'arbre généalogique de la famille Bruno. Et moi, en voyant ce nom Léonie, je suis allée voir mes photos et il y avait effectivement ce nom Léonie. Et ça a été également ça a été, disons, une espèce de ressort qui m'a dit, bon, on est sur la bonne voie, je suis sur la bonne voie, il faut que je continue. Et j'ai reçu comme ça des tas de documents. Une autre photo qui était très importante, c'était la photo où j'étais avec trois autres enfants, Jean, moi, et deux autres petits-enfants un peu plus grands que moi. Au verso de la photo, cette dame avait écrit « Voici votre fille qui joue avec des petits voisins, Suzanne et Michel, qui vivent au 45 rue Jules-Lacroix. » Et ça, alors, bien sûr, si la lettre était tombée dans les mains de la censure, ça aurait été... bon, ça n'aurait pas fait... on n'aurait pas été très heureux. Bon, la lettre est passée. Et alors, cette Suzanne, j'ai tout de suite compris, parce que moi, j'habitais au 46 rue Jules-Lacroix. Donc, c'était vraiment des petits voisins. Ils étaient des petits voisins à Paris, tout à côté de chez moi. Mais ce Michel, je ne le connaissais pas. Je ne me souvenais pas de lui. Et voici que l'archiviste me dit un jour qu'elle est allée faire une interview à un enfant qui avait été caché à Villepinte, dans la maison d'à côté de moi où j'étais cachée. Et que ce monsieur s'appelait Michel. Bon, des Michel, il y en a des tas. Mais l'archiviste a demandé à Michel s'il avait des photos. Et Michel avait des photos, il en avait 2 ou 3. Et l'archiviste, comme mon archiviste, a remarqué que sur la photo de Michel, le petit Michel avait les mêmes vêtements que sur ma photo. Donc, 80 ans après, nous nous sommes retrouvés. Il n'est pas là aujourd'hui, Michel? Non. Nous nous sommes retrouvés et lui, il est encore sous le choc. Il pense que c'est un miracle que nous nous soyons retrouvés. Nous étions voisins à Paris et nous étions voisins à Villepinte. Quoi d'autre? Alors, il faut qu'on... J'aimerais bien, mais il y a un film à projeter maintenant.